Donc ici, on reprend où on avait laissé dans le dernier vidéo. Donc pour la deuxième partie, donc on avait parlé des types énumérés qui pouvaient représenter des ensembles, mais bon, il existe d'autres moyens plus sophistiqués de faire ça. Donc si jamais on a besoin de faire ça dans un programme ou quelque chose comme ça, vous pourrez me le demander. Donc maintenant, le dictionnaire qu'on appelle aussi tableau associatif. Donc un dictionnaire, c'est quoi? Ça associe un ensemble de clés à un ensemble de valeurs. OK? On parle de clés distinctes parce que les clés doivent être distinctes, puis un multi-ensemble de valeurs parce que ça se peut que les valeurs soient les mêmes. OK? Donc, on simplifie généralement les choses en disant qu'un dictionnaire, c'est quoi? C'est un ensemble de paires clés-valeurs. Donc, un autre nom du dictionnaire, c'est tableau associatif, map, hashtable, hashmap. On peut, dans les bases de données, en fait, quand on a la notion d'index, c'est aussi un tableau associatif ou un dictionnaire. Donc, vous avez un ensemble de clés et à chaque clé est associée une valeur. Donc, par exemple, le map suivant, ou le dictionnaire suivant, ou le map suivant, un mapping, c'est à part d'une valeur, ça va vers quelque chose d'autre. Donc, on a des clés, on a des valeurs. Ici, les clés, c'est Andy, Dave, Steve, puis Bill. C'est des strings. Donc, ce qui est intéressant dans les dictionnaires, comme on n'appelle pas ça un dictionnaire pour rien, c'est que ça peut, dans un tableau classique, on associe des entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, à des éléments qui sont stockés dans ces emplacements-là. Dans un dictionnaire, les emplacements ont des noms qui sont pas nécessairement des entiers. Et souvent, en fait, c'est pas des entiers. Souvent, ça va être des strings. Donc, comme dans un dictionnaire classique en français, vous avez des strings, puis vous avez les définitions pour chacune des strings. Okay? Donc, c'est l'analogie, c'est pour ça qu'on appelle ça un dictionnaire. Okay? Puis, dictionnaire, c'est pas français, là, c'est dictionary en anglais, c'est la même affaire. Okay? Donc, les clés, et vous avez ici les sites web qui sont associés à ces différents auteurs-là. Donc, les auteurs ou les réalisateurs, en fait, disons, les créateurs. OK, donc vous avez Andy, Dave, Steve, qui est Steve Jobs, puis Bill, qui est Bill Gates. Puis Andy puis Dave, c'est ceux qui ont créé les Pragmatic Programmers, OK, qui est un livre superbe, si jamais vous avez la chance de le lire. OK. En fait, moi, j'ai trouvé vraiment extraordinaire ce livre. Donc, mais ça fait un certain temps quand même qu'il a été publié. Là. Ça va faire 15 ans à peu près, mais voyons, c'est super. Donc, vous avez le site web de ces auteurs-là, et vous avez ici le site web créé par Steve Jobs, et celui créé par Bill Gates. Okay. Donc, un autre exemple de dictionnaire, ça serait par exemple, vous auriez un tableau associatif qui, pour chaque mois, associerait la valeur des précipitations pour ce mois-là, en millimètres par exemple. Donc par exemple pour le mois d'août, on aurait 37,3 mm de précipitation. OK. Évidemment, pour un total annuel de 1551, ça, probablement que ça ne représente pas une région du Québec, parce qu'au Québec, en général, je sais pas, peut-être des emplacements qui pleut énormément, mais au Québec, en général, on est plus autour de 1000 mm par année. Donc, pour ce qui est d'un index, donc dans une base de données, la clé primaire d'une table sert à créer, en général, un index qui permet d'accéder rapidement aux informations de chaque enregistrement. Cet index, essentiellement, c'est aussi un tableau associatif. Donc, vous avez ici, par exemple, dans ce tableau-là, vous avez une association entre un numéro, c'est-à-dire, attendez que je vois, ouais, c'est ça, vous avez un numéro. Ça, c'est des numéros de, par exemple, des trucs, une commande. Donc, ça, c'est le numéro d'item commandé. Et chaque item commandé est associé à un client. OK. Et ici, on a le nom du produit, etc. Bon, en fait, ça ne veut pas dire que c'est super bon comme structuration de données, mais vous comprenez le principe. Okay. Il existe aussi des structures de données mixtes, OK, qui ont des usages spécifiques. Par exemple, vous pourriez avoir un ensemble ordonné, OK, qui est un sorted set.
Vous pourriez avoir aussi un dictionnaire ordonné qui est un sorted dictionary. Donc, on va voir un peu certaines applications peut-être de ça plus tard dans le cours. Et vous avez des structures de données complexes, qui existent, en fait, qui ont des usages extrêmement spécifiques. Donc, ça peut être par exemple pour stocker des données géographiques, par exemple sur Google Maps, ou stocker des recherches qui sont encore une fois effectuées sur Google. Donc, chez Google, vous comprenez que vous avez des structures de données extrêmement complexes. Et en fait, Google, c'est juste leur spécialité, c'est gérer des structures de données. Donc, ils sont devenus multi-milliardaires en gérant des structures de données comme du monde, avec plein d'ordinateurs pour stocker ça, puis pour gérer ça le plus rapidement possible. C'est juste ça que ça fait. Google, c'est un gros truc qui gère des structures de données. Okay. Donc, il y a un peu d'intelligence artificielle aussi là-dedans. Donc, les caractéristiques, c'est que souvent, ces structures de données-là, spécialisées, vont associer le stockage mémoire versus disque. Parce que ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, soit que c'est stocké en mémoire, soit que c'est stocké sur disque, mais là, bon, il existe là, des structures de données plus spécialisées qui vont gérer à la fois la mémoire et le disque, puis là, ça s'en vient du stock. Okay. Et souvent aussi, ces données-là vont être distribuées avec des algorithmes qui vont paralléliser les choses sur différentes machines. Donc, vous comprenez que c'est ça, c'est de la haute voltige. Structure de données passe partout. Donc, parmi toutes les structures de données qu'on a vues et énoncées jusqu'à maintenant, donc il y en a deux qui sont passe-partout et qui conviennent grossièrement à environ 90% des situations. Okay. C'est d'abord le tableau dynamique qu'on appelle la liste, ou l'array list, si vous préférez, donc la liste implantée sous forme d'array. Et vous avez pourquoi on dit array list plutôt que juste list? Parce qu'il existe aussi la linked list, la liste chaînée, qui est pas la même chose qu'un array list. Donc, on dit array list qui est la liste implantée sous forme d'array, et la linked list qui est implantée sous forme de liste chaînée, qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, et vous avez le tableau associatif ou dictionnaire. Okay. Donc ça, ces structures de données-là, avec ça, vous êtes équipé pour gérer environ 90% des situations qui vont se présenter à vous. Okay. Mais le 10% qui reste, c'est quand même important. Donc, moins passe-partout, mais beaucoup utilisé. Vous avez les ensembles, sous une forme ou une autre. Vous avez les arrays, donc les tableaux, et vous avez les piles, qui est la structure de données qu'on va, disons, mettre de l'avant cette semaine. Maintenant, les structures de données et les langages de programmation. Donc, la plupart des langages de programmation compilés, modernes, comme par exemple le Java, le C# ou le C++, vont offrir un large éventail de structures de données. Okay, en fait, C++ offre le maximum de diversité en ce terme-là, et C# le moins. Quand on dit C# le moins, est-ce que ça veut dire que C# est dépourvu? Pas pantoute. C# possède énormément de structures de données. Mais Java en possède encore plus, et C# en possède encore plus. Okay? Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Donc, en général, les langages de script, comme par exemple PHP, Python, JavaScript, offrent un choix beaucoup plus restreint, mais qui va à l'essentiel. Donc, le tableau dynamique et le dictionnaire, et parfois plus. Okay. En fait, souvent plus que ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Okay. Le langage C, en fait, lui, c'est un langage minimaliste, puis il possède aucune structure de données standard, sauf les tableaux. Okay. Puis il faut faire toujours appel à des bibliothèques ou des trucs particuliers. Quelques particularités. D'abord, les tableaux associatifs dictionnaires. Okay, c'est la structure de données qui est disponible en PHP. Okay. Donc, en JavaScript, les objets eux-mêmes sont des tableaux associatifs. Donc, c'est quelques caractéristiques particulières en ce qui concerne les tableaux associatifs. Les arrays, c'est natif dans tous les langages compilés, y compris le C. Donc, le C et le C++ ne font aucune vérification au moment de l'indexation. Donc, ça permet d'être plus rapide, mais ça vous permet aussi de vous tirer dans le pied. Donc, vous n'avez pas de cran de sécurité sur votre fusil. Donc, vous pouvez tirer plus facilement, mais vous pouvez vous tirer dessus aussi plus facilement. Donc, les langages de script, eux, n'ont pas d'array, comme on l'a vu dans un document précédent. Les ensembles sont natifs en Python et dans certains langages compilés, par exemple dans la famille du Pascal. C'est standard aussi en JavaScript. Et dans les autres langages de programmation, en général, il faut utiliser les types énumérés qui sont un peu moins puissants là, que les ensembles natifs.
Okay? Mais quand on dit ça, c'est ou les librairies standards, évidemment, comme en C#, C++, Java, vous avez des librairies standards qui gèrent les ensembles. Donc, en ce qui concerne les structures de données, vous avez différentes, disons, variantes qui existent dans ces structures de données. Okay? Donc, plusieurs versions ou variétés. Donc, même si on dit par exemple, voici une liste, voici un dictionnaire, voici un ensemble, ou voici une pile. Okay? Donc, vous avez différentes variétés. Une première variété qu'on peut considérer, c'est la variété read-only. Donc, si vous avez un ensemble ou une collection qui est read-only, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier le contenu de cette collection-là. Donc, ça, c'est intéressant. Des fois, vous pouvez créer une collection, après ça, vous la rendez read-only, et vous ne pouvez plus la modifier par la suite, ce qui peut être intéressant. Okay. Ensuite, ça, vous avez aussi la notion d'immutabilité. Donc, une collection immutable et modifiable, mais à chaque fois que vous la modifiez, vous créez une nouvelle collection. Okay. Donc, ça peut sembler étrange, ce truc-là, mais essentiellement, c'est associé à ce qu'on appelle le paradigme fonctionnel de programmation, et c'est idéal dans une situation où on veut paralléliser des choses de manière extrêmement efficace. Okay. Donc, c'est pas quelque chose qui est utilisé couramment. Puis on n'abordera pas, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on n'a pas le temps d'aborder ce genre de truc-là dans le cours ici. Okay. Et finalement, il y a la généricité, donc c'est qu'une collection peut être définie de manière générique. Donc si elle est définie de manière générique, ça veut dire que ça peut s'adapter à une plus ou moins grande diversité de types. Par exemple, il faut avoir une liste d'entiers, une liste de caractères, une liste de double, une liste de personnes, une liste de héros, une liste de monstres, une liste de balles, une liste de fusils, une liste de tanks. Donc, vous comprenez le principe. Okay? Donc, une liste générique, c'est que vous le codez une fois, puis vous pouvez, après ça, créer une liste de ce que vous voulez. Okay? En C#, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des langages moins fortement typés, comme par exemple le JavaScript. Ben, vous n'avez pas besoin de dire que c'est une liste de ci ou de ça, ou le Python, parce que vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre liste. Vous pouvez mettre un gun, une personne, le chiffre 12, puis la lettre 4, la lettre A. Okay? Vous pouvez tout mettre ça dans la même liste. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Vous pouvez faire la même chose en C# si vous voulez, mais il faut vous créer une liste de objects. Quand vous créez une liste de objects, ben, object peut être n'importe quoi. En Java, c'est la même chose. Donc, si on veut conclure,